et nous verrons la représentation du ministère public devant les différentes juridictions, c'est-à-dire devant des juridictions ordinaires, mais également devant des juridictions d'exception. Mais avant d'entrer dans le fond, j'aimerais me rectifier sur un lapsus que j'ai fait quand j'ai parlé du droit d'assistance à un avocat dans ma précédente intervention. En voulant dire code de procédure pénale, j'ai dit code pénal. Il ne s'agit pas du code pénal, l'article 55 du code de procédure pénale sur le droit d'assistance à un avocat. Voilà. C'est un lapsus de ma part. J'ai voulu dire code de procédure pénale et j'ai dit code pénal. Voilà. Donc, après ces précautions d'usage, nous allons avancer vers l'étude du ministère public. Nous verrons d'abord sa représentation devant les différentes juridictions, mais également les principes qui gouvernent le ministère public. D'abord, devant le tribunal d'instance, le procureur de la République, le ministère public, je veux dire, est représenté par un délégué du procureur. Ce sont les délégués du procureur qui représentent le ministère public devant le tribunal d'instance. Cependant, il arrive que devant la dite juridiction, qu'il n'y ait pas de délégué du procureur. Dans ces genres de situations, l'article 24, alinéa 2, nous dit que en cas d'absence de délégué du procureur, c'est le président du tribunal qui exerce les fonctions du ministère public et sous le contrôle du procureur de la République. Cette règle paraît néanmoins absurde dans la mesure où déjà on met un magistrat du siège sous le contrôle d'un magistrat du parquet. Et qu'ensuite il y a une confusion entre la fonction de poursuivre et celui de juger. En principe, le magistrat des sièges doit être là tout simplement pour dire le droit, en toute indépendance et en dehors de toute interférence. Cette confusion des rôles est donc absurde. Mais en tout état de cause, c'est la loi. Devant le tribunal de grande instance, le ministère public est représenté par le procureur de la République lui-même ou bien ses substituts. Dans l'hypothèse où il n'y a pas de procureur de la République ou bien de substitut, les fonctions du ministère public seront assurées par le délégué du procureur dans ce ressort-là, ou bien par un magistrat commis par le président du tribunal sur sa propre proposition, ou bien sur proposition du procureur général près de la cour d'appel. Au niveau de la cour d'appel, le ministère public est représenté par le procureur général lui-même, ou bien ses substituts généraux, ou bien ses avocats généraux. Donc la terminologie varie selon les grades. Il y a des substituts généraux, il y a des avocats généraux près de la cour d'appel. Donc c'est le procureur général qui exerce les fonctions du ministère public, ou bien ses substituts généraux, ou bien ses avocats généraux. Donc devant la Cour suprême, il y a ce qu'on appelle le procureur général près de la Cour suprême. Bon, devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite, il y a ce qu'on appelle le procureur spécial, assisté d'un substitut. Donc c'est le procureur spécial, à ne pas confondre avec le procureur général. C'est le procureur spécial assisté d'un ou de ses substituts. Devant la Haute Cour de justice, c'est une juridiction d'exception, la fonction du ministère public est assurée par le procureur général près de la Cour suprême. C'est le procureur général près de la Cour suprême. Cependant, devant la commission d'instruction de la juridiction, c'est-à-dire devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, c'est le procureur général près de la Cour d'appel. Je répète,
pour faire la distinction. Donc devant la Haute Cour de justice, c'est le procureur général près la Cour suprême. Cependant, devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, c'est le procureur général près la Cour d'appel. En plus, devant les tribunaux militaires, si par exemple le grade de la personne poursuivie est inférieur au grade de capitaine, par exemple, s'il n'est pas officier, l'affaire doit être portée devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Donc, c'est le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, ou bien ses substituts, qui vont exercer les fonctions de ministère public devant le tribunal militaire. Et si, bien entendu, le grade de la personne poursuivie est inférieur au grade de capitaine. Au-delà de ce grade-là, la personne est officier, et les officiers, leurs affaires sont traitées par la cour d'appel. Donc là, si le grade de la personne poursuivie dépasse le grade de capitaine, on ira devant la cour d'appel. Donc c'est le procureur général près la cour d'appel, ou bien ses avocats généraux, ou bien ses substituts généraux, vont exercer les fonctions de ministère public. Enfin, devant le tribunal pour enfants, c'est toujours le substitut du procureur qui exerce les fonctions du ministère public. Donc voici ce qu'on pouvait dire sur la représentation du ministère public devant les différentes juridictions, que ce soit des juridictions ordinaires ou bien des juridictions d'exception. Donc, concernant le tribunal pour enfants, ou bien la représentation du ministère public devant le tribunal pour enfants, vous pouvez consulter l'article 570, alinéa 3 du Code de procédure pénale. À présent, nous allons progresser sur le statut du ministère public, c'est-à-dire les principes qui gouvernent le ministère public. Il y a d'abord le principe de la hiérarchie du parquet, qui signifie qu'entre les différents composants du parquet, il y a des liens de subordination. Ce principe est posé d'abord au niveau de l'article 7 de la loi organique numéro 2017-10 du 17 janvier 2017, qui place les magistrats du parquet sous l'autorité du procureur général et du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc, le ministre de la Justice est placé à la tête du parquet, sans bien entendu être magistrat du parquet. Il est placé à la tête du parquet. Suivi du procureur général près la cour d'appel et du procureur de la République, ses substituts, etc. Donc il y a une hiérarchie entre les membres du parquet. Et, par conséquent, le procureur de la République peut intimer au procureur de la République, ou bien au procureur général, d'engager des poursuites sur des faits dont il a eu connaissance. Cependant, on dit que l'ordre de poursuivre est toujours légal, mais l'ordre de ne pas poursuivre est toujours illégal. Donc il ne peut pas ordonner au procureur de la République de ne pas engager des poursuites. Il peut l'ordonner d'engager des poursuites, mais il ne peut pas l'interdire d'engager des poursuites. L'explication elle est simple. On ne devrait pas lui permettre de freiner en quelque sorte des poursuites, parce que y a risque de complaisance ou bien de choses.
Au-delà du principe de la hiérarchie du parquet, il y a le principe de l'indivisibilité du parquet. Le principe de l'indivisibilité du parquet signifie que les magistrats du parquet sont interchangeables. Chaque magistrat du parquet représente le parquet d'une manière générale. Donc, ils sont interchangeables. C'est pourquoi un procureur peut être devant telle juridiction, après abandonner, le lendemain aller devant une autre juridiction et remplacé par un autre procureur de la République, un autre membre du parquet, sans qu'il y ait une incidence sur la procédure. Alors que quand il s'agit du magistrat du siège, ils sont tenus d'assister à toutes les séances des affaires dont ils sont chargés de dire le droit. Alors que les magistrats du parquet peuvent se remplacer mutuellement. Alors que cela n'est pas possible concernant les magistrats du siège. Donc, il y a la règle de l'indivisibilité du parquet. Au-delà de la règle de l'indivisibilité du parquet, il y a ce qu'on appelle la règle de l'irresponsabilité du ministère public. Cela veut dire que techniquement, quand le ministère public engage des poursuites contre une personne et que la personne n'est pas reconnue coupable, le ministère public ne sera pas sanctionné. Il ne sera pas condamné, par exemple, au paiement des dommages et intérêts. Alors que quand il s'agit de la victime, qui fait une plainte avec constitution de partie civile, qui s'avère infondée, la personne qui était poursuivie et finalement qui a été reconnue non coupable pourra demander à la victime, ou bien à la personne qui l'avait poursuivi, de payer des dommages et intérêts. Donc, cette personne-là sera condamnée au paiement de dommages et intérêts pour le sort qu'il a fait subir injustement à cette personne dont la culpabilité n'a pas été établie. Vous voyez. Alors que quand il s'agit du ministère public, quand les faits dont il vous reproche ne sont pas juridiquement établis, le procureur ne sera pas poursuivi. C'est une manifestation de la règle de l'irresponsabilité du parquet. Mais cette irresponsabilité n'est pas absolue. Quand le procureur de la République, au cours des poursuites, a commis une faute personnelle, il pourra toujours être poursuivi et pour qu'on puisse engager sa responsabilité civile et éventuellement réparer le préjudice de la victime. Quand il s'agit également d'une faute pénale, il pourra toujours être poursuivi pour être sanctionné pénalement. Et au même titre que les magistrats du siège, s'ils commettent des fautes civiles ou bien des fautes pénales, ils pourront toujours être poursuivis selon la procédure de prise à partie. Cependant, ils bénéficient de ce qu'on appelle du privilège de juridiction. En dernier lieu, il y a ce qu'on appelle le principe de l'irrécusabilité du parquet. L'irrécusabilité signifie qu'on ne peut pas se baser sur, par exemple, des doutes sur l'impartialité du magistrat du parquet pour demander qu'il soit récusé. Vous savez, le magistrat de siège sur qui pèse des soupçons de partialité peut être récusé. Par exemple, vous avez un problème avec une personne, vous allez devant la juridiction de jugement, vous trouvez par exemple son petit frère ou bien son père comme juge. Vous aurez naturellement des doutes sur son impartialité. Donc, vous pouvez dire que je ne serai pas jugé par ce juge-là parce que je risque d'être évincé du fait des liens de parenté qui existent entre ce magistrat du siège chargé de juger, chargé de dire le droit, chargé de trancher le litige entre moi et son frère, ou bien entre moi et son fils. Donc là, vous pouvez demander la récusation
du magistrat du siège. Et cependant, s'agissant du magistrat du parquet, vous ne pouvez pas demander sa récusation, peu importe le lien qui existerait entre ce magistrat du parquet-là et l'autre partie. Pourquoi? Parce qu'avant tout d'abord, le magistrat du parquet est une partie au procès pénal. C'est votre adversaire dans le procès, donc on ne saurait demander la récusation de son adversaire. Si, par exemple, l'impartialité était exigée pour le magistrat du parquet, on pourrait demander sa récusation. Mais le procureur de la République, déjà, c'est une partie. C'est une partie au procès. Quand le procureur vous poursuit, c'est déjà votre adversaire. Donc, vous ne pouvez pas demander qu'il soit récusé parce qu'il est partial. Parce qu'une partie est fondamentalement partiale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je reprends. Le ministère public, c'est déjà une partie au procès pénal. Donc, quand on demande la récusation de magistrat, on se fonde sur l'obligation d'impartialité. Si on oblige au magistrat d'être impartial, donc si vous avez des doutes sur son impartialité, si vous pensez que le magistrat est partial ou bien risque d'être partial, vous pouvez demander qu'il soit récusé. Mais l'impartialité n'est pas demandée au ministère public parce qu'il est déjà une partie au procès pénal. Quand il vous poursuit, c'est pour que vous soyez condamné. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a des doutes sur sa partialité ou bien il y a un lien entre l'autre camp et le ministère public. Donc il faudra que le procureur soit récusé. Et si vous soulevez cela également, ça ne va pas, ça sera inopérant. Parce que le procureur est déjà une partie. Donc le principe de l'irrécusabilité du parquet signifie que peu importe les liens qui existeraient entre le membre du parquet et l'autre camp, vous ne pouvez pas demander sa récusation. L'explication, elle est simple. Le ministère public, ou bien le procureur de la République est déjà une partie, et que deuxièmement, ce n'est pas lui qui se chargera de prendre la décision. Peu importe sa partialité, il y a un magistrat du siège qui est impartial, indépendant, qui va naturellement prendre la décision idoine. Donc voici ce qu'on pouvait dire sur le ministère public.